Madame, Monsieur, bienvenue à votre magazine d'actualité politique, Le Point. Pour rappel, en date du 8 juin 2020, Ronsard Malonda Ngimbi a été élu candidat président de la CENI à 6 voix contre 2 par les confessions religieuses. Vous le savez certainement. Le lendemain du jour, la SENCO et l'Église du Christ au Congo, l'ECC, font une déclaration pour contester cette élection, essentiellement au motif que la procédure n'a pas été respectée et qu'il y avait des rumeurs de corruption. Depuis lors, une controverse a vu le jour autour de cette élection. Ronsard Malonda est-il bien élu? Ronsard Malonda a-t-il le profil requis? Ronsard Malonda est-il dans une filiation politique? Toutes ces questions et bien d'autres vont être posées à notre invité, M. Idriss Katenga, est membre de la communauté islamique en République démocratique du Congo et il avait pris part au processus de désignation du candidat président de la CENI. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bien. Première question. Comment ça s'est fait que ce soit les confessions religieuses qui désignent le candidat président de la CENI? On dit candidat parce que après l'élection, il y a une procédure qui va aller jusqu'à sa nomination. Alors, comment ça s'est fait que ce soit les confessions religieuses qui aient ces rôles-là de désigner quelqu'un à un poste, on va dire, éminemment politique, parce que n'est pas président de la CENI qui veut dans ce pays? Merci, monsieur le journaliste, merci surtout d'avoir posé cette question. Vous savez, l'une des caractéristiques de notre pays, c'est que les Congolais ne savent pas se faire confiance. Et pour essayer de régler cette question, tout est organisé autour du travailler ensemble. C'est ainsi que vous verrez déjà en 2005, lorsque nous allons renouer avec les processus électoraux démocratiques et réguliers, au niveau de la CEI de l'époque, il y aura des composantes, des entités, ainsi de suite. Et cela est allé plus loin. Même au niveau du gouvernement, c'était la même configuration. La gestion des entreprises publiques, au niveau du Parlement, donc de l'Assemblée nationale, partout, c'était cette configuration de représentation des uns et des autres. Essayer de travailler ensemble pour qu'il n'y ait pas de soupçons. Hélas, aujourd'hui, le résultat est tout à fait le contraire de tout cela. On a trouvé des mécanismes pour lesquels les gens travaillent ensemble, mais les choses ne marchent pas bien. Alors, pour revenir directement à votre question, pourquoi ce sont les confessions religieuses qui désignent le président, le délégué, pourquoi le délégué des confessions religieuses peut devenir président de la CENI? Alors là, d'abord, je vous dis, et vous avez dit que ce poste-là, c'est un poste éminemment politique. Alors là, je vous dis, c'est vrai, le poste de président de la CENI est éminemment politique, mais il est aussi technique. Mais c'est un poste de confiance. Il se fait que, jusqu'à aujourd'hui, même si nous-mêmes, responsables religieux, nous avons commencé à détruire le capital que l'opinion a investi sur nous, jusqu'à aujourd'hui, les Congolais ont considéré que les chefs de confession religieuse constituent un rempart moral. Et quand les chefs de confession religieuse ont proposé quelque chose, c'est que cette chose-là est bonne pour notre société. Voilà pourquoi. Mais alors, cette question est réglementée par la loi. Aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante en RDC est composée de 13 membres. Parmi eux, il y a des membres du bureau et il y a également les membres de la plénière. Mais tout le monde est membre de la plénière, de toute façon. Tout le monde, oui. Alors, ces gens-là proviennent de quelque part. La loi a voulu que ce soit des instances particulières qui les désignent. Le président provient de la société civile et les confessions religieuses sont une composante de la société civile. Au niveau de la société civile, nous désignons 3 personnes, un délégué des confessions religieuses, un délégué des organisations
spécialisé dans le domaine de l'éducation civique et électorale, mais aussi il y a un délégué pour les organisations de défense des droits des femmes, des organisations féminines. Les partis politiques envoient aussi la majorité dans sa pluralité, l'opposition dans sa diversité, mais je parle de la majorité parlementaire et de l'opposition parlementaire. Hein? Alors, toutes ces entités-là envoient des gens. Donc, c'est en vertu de cette loi que les chefs de confession religieuse ont reçu cette prérogative qui consiste à désigner un délégué. Mais attention, à ce niveau-là, ce n'est qu'un délégué parmi les 13. Oui. Mais comme vous l'avez dit, et vous avez bien fait de le dire, il y a une autre étape qui arrive là-bas, au niveau de la société civile. Les délégués vont se retrouver pour désigner l'un d'entre eux pour présider à l'institution. Bien entendu, d'après son profil, d'après son expérience, d'après son aura, et il y a tout un nombre de critères. Oui, nous allons parler aussi de ces critères parce que vous avez participé à la phase préparatoire, à la phase technique, parce que vous faites partie du secrétariat technique, c'est-à-dire les techniciens qui accompagnent les chefs de confession religieuse dans un format 1+1. Alors, mais une question de curiosité. Oui, confessions religieuses sont-elles représentatives de ce qu'il y a en termes de foi dans ce pays? Parce que si je les ai bien identifiées, je crois connaître certaines églises qui ne sont pas parmi les 8 ici. Vous avez bien fait de souligner cet aspect des choses. Il y a les choses telles qu'elles sont et les choses qu'elles devraient être. Seulement, la plateforme ne regroupe pas des églises particulières, mais elle regroupe des confessions religieuses les plus représentatives. C'est comme ça que vous avez la SENCO. Personne ne peut contester la solidité de la SENCO. Vous avez l'ECC, vous avez l'ECC qui est un ensemble de communautés. C'est beaucoup de communautés déjà costauds en elles-mêmes. Alors, il y a les orthodoxes, l'armée du salut, il y a les Kimbangui, c'est les musulmans, les églises de réveil, hein, les églises de réveil qui sont aussi une fêtière parce qu'à l'intérieur, il y a une pluralité d'églises, même l'Union des églises indépendantes qui est aussi une fêtière parce qu'à son sein, on trouve beaucoup d'églises. Donc, vous voyez que la plateforme regroupe les confessions religieuses, mais pas des églises. Alors, parmi ces 8 confessions religieuses, est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que d'autres, on va dire, sociologiquement? Bon, au-delà des complexes des uns et des autres, en tout cas, jusque-là, l'expérience, quand nous siégeons ensemble, veut que toutes les confessions religieuses qui siègent soient égales entre elles. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que même quand nous avons mis en place la charte, le système de vote veut que chaque confession ne donne qu'une seule voix. Alors, s'il y avait des confessions religieuses qui ont une telle pondération, telle que vous l'avez insinué, peut-être que ces confessions religieuses allaient jouir de 2 voix lors des votes. Mais ici, le principe, c'est qu'une vote, une voix. Une confession religieuse une confession religieuse, une voix. Voilà. Alors, vous avez parlé de la charte, je crois que nous sommes en plein dedans. Il s'agit du document que vous avez élaboré pour désigner, qui allait vous guider un peu comme un mode d'emploi pour pouvoir désigner le délégué de la société civile au bureau de la CENI, en fait, à la présidence de la CENI. Mais comment tout cela a commencé et quand? Non, mais écoutez, la plateforme de confession religieuse existe depuis très longtemps. Et elle existe depuis la Conférence nationale souveraine. Et la Conférence nationale souveraine, qui avait été dirigée, comme vous savez, présidée de main de maître par Monseigneur Laurent Mosengo Passigna, alors archevêque de Kisangani. Et c'est déjà à cette époque que les confessions religieuses s'étaient organisées. Elles avaient pesé de tout leur poids pour pouvoir prendre ce poste parce qu'il fallait que quelqu'un de neutre, puisse jouer un rôle d'équilibre entre les parties prenantes, les partis politiques qui s'empoignaient alors. Il y avait le pouvoir qui était incarné par le maréchal Mobutu à l'époque et il y avait l'opposition. Bon, c'est déjà à ce niveau-là et le mécanisme a fonctionné. Et la plateforme a été très agissante dans bien des domaines.
la plateforme des confessions religieuses a organisé beaucoup d'activités et chaque fois que le pays traversait une zone de turbulence, en tout cas la plateforme a joué son rôle. Vous aviez, vous, été à San City, vous aviez vu les confessions, les chefs de confessions religieuses agissant dans le cadre de la plateforme, ils étaient présents. Mais avant cela, les dialogues intercongolais étaient là. Même tout récemment, lorsqu'il y avait la guerre du M23 sévissait à l'est du pays, la plateforme s'est déplacée en Occident, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et il y a même une délégation qui a été dirigée par les représentants légaux de la communauté islamique qui est allée en Turquie jusqu'en Azerbaïdjan, parce qu'à l'époque, l'Azerbaïdjan était membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et que donc, la plateforme a fait beaucoup de choses. Maintenant, le problème, c'est qu'il a été constaté que malgré le volontarisme des chefs de confession religieuse, ils travaillaient, il n'y avait rien pour régir les relations, et leur solidarité, leur coopération. Et cette question a été visible. Cette carence Laquelle question? La question d'un cadre légal? Oui, le manque de cadre légal a été plus visible lorsque nous avons abordé le processus électoral qui a conduit aux élections du 31 décembre 2018. Parce que vous avez vu là, nous avons évolué en ordre dispersé. Bien sûr qu'il y avait quelques confessions religieuses qui étaient ensemble, mais certaines avaient pris leur distance. Et le travail qui a été fait n'était pas coordonné. Il y a eu beaucoup de témoignages. Le travail au niveau des confessions religieuses. Au niveau des confessions religieuses. Oui. Et il y a eu beaucoup de témoignages. Et les chefs de confessions religieuses ont estimé que ce n'était pas bon. Il fallait donner un exemple et travailler ensemble. C'est comme ça que nous avons repris les discussions et nous avons travaillé sous la coordination du président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Monseigneur Outembi, l'archevêque de Kisangani, qui a dirigé avec tous les tacts qu'on lui reconnaît aujourd'hui, sa diplomatie, sa capacité de concilier les points de vue, même les plus diamétralement opposés, nous sommes arrivés à mettre en place une charte. Mais cette charte-là, elle n'a pas été mise en place uniquement pour la désignation du délégué des confessions religieuses à la CENI, mais comme je vous ai dit, c'est pour essayer d'organiser les relations et le travail que font les confessions religieuses ensemble. Évidemment, la désignation du délégué des confessions religieuses à la CENI, c'est un des volets. Et à l'intérieur de cette charte, il y a beaucoup d'éléments importants. Alors pour revenir à la question de la désignation, parce que c'est cela qui nous préoccupe aujourd'hui, du candidat des confessions religieuses à la CENI, donc à la présidence de la CENI. Cette fois-ci, ça a commencé comment et c'était quand? Mais justement, d'abord tout part du mois de mai 2019, lorsque l'équipe sortante à la CENI, dirigée par le président Corneille Nangaa, a été reçue en audience par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo. C'est au sortir de cette audience que le rapporteur, M. Jean-Pierre Kalamba, va annoncer à l'opinion que voilà, ils sont fait mandat. Et leur mandat arrivait à échéance au mois de juin 2019. Vous voyez. Qui a été fait mandat? Les bureaux et la plénière, les membres du bureau et de la plénière partent? Ben oui, bien sûr. C'est ça, là, quand on parle des membres de la CENI, c'est les 13 de la plénière. Hein, quand on parle des membres de la CENI, c'est les 13. Alors, il a annoncé qu'ils étaient fin mandat. Donc. Et à partir de ce moment, tous ceux qui s'intéressent à briguer un mandat au sein de cette CENI, et qui sait où, à qui s'adresser, se sont rués vers les confessions religieuses. Il faut souligner qu'à l'époque, on travaillait quand même en ordre dispersé, et je l'ai dit déjà. Alors, mais au moins, l'opinion savait qu'il y a 6 confessions qui sont restées ensemble. D'abord, c'était 7 confessions, jusqu'à ce qu'avec l'avènement du révérend docteur Bokondo, actuel président de l'ECC, ils ont décidé de se mettre un peu à côté. Donc vous dites que l'ECC et la SENCO, donc l'Église catholique, s'étaient déjà retirés de la plateforme de confession religieuse. En tout cas, les 2 confessions n'ont jamais annoncé qu'elles se retiraient de la plateforme de confession religieuse. Elles avaient annoncé se retirer de la CIME. Mais en même temps, on a constaté que autant
Qu'est-ce que c'est que la CIME? La CIME, c'est la Commission d'intégrité et médiation électorale, créée par les confessions religieuses, dont l'acte constitutif, si je ne m'abuse, a été signé le 6 septembre 2014. Alors, quel est le rapport CENCO. entre la CIME et les confessions La religieuses? CIME, c'est un instrument, c'est une institution, un instrument, un organe créé par les confessions religieuses. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est que les deux confessions ont annoncé leur suspension, la suspension de leur participation à la CIME. Mais malheureusement, on a observé qu'en même temps, parce que c'est les deux confessions qui assumaient la présidence pour la CENCO et la vice-présidence pour l'ECC. Mais aucune réunion de la plateforme n'avait plus lieu, en dépit de la demande insistante et répétée, plusieurs fois répétée, d'autres confessions religieuses. Ce qui a fait qu'à notre niveau, au niveau des 6 autres confessions, on s'est organisé, on a dit, bah, écoutez, nous devons continuer avec cette œuvre. Nous avions à l'époque désigné le bishop, l'archibishop Kankenza Mwanambo, et celui qui présidait à titre intérimaire la plateforme en attendant le retour ou non des autres. Voilà. Maintenant, je reviens à votre question, parce qu'il était question de savoir comment ça s'est passé. Je vous disais donc que c'est après cette annonce que les gens sont allés déposer les candidatures. Les gens, c'est-à-dire toute personne qui voulait les devenir... personnes libres, tous citoyens. C'était ouvert à tout le monde, en fait. Ouvert à tout le monde. Et il y a pour cela une raison. La CENI, d'abord, c'est une institution citoyenne, et puis laïque. Et la loi ne dit pas, la loi désigne... Parce que plus tard, quand on va l'écouter, il semble qu'il était plutôt question que chaque confession religieuse propose son candidat. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est vraiment une erreur. Parce que les confessions religieuses sont en quelque sorte un corps électoral qui désigne les délégués des confessions religieuses. Mais la loi ne dit pas que ces délégués doivent venir nécessairement d'une église ou d'une autre, d'une confession ou d'une autre. Non. OK. Voilà. Donc, la candidature était ouverte à tout le monde. Oui. D'abord, nous, on n'a jamais lancé un appel à candidature. Mais comme je vous ai dit, les personnes intéressées elles-mêmes savaient que les confessions religieuses ont le privilège, de par la loi, de désigner un délégué. Et ces personnes intéressées ont manifesté leur intérêt en déposant les candidatures. D'ailleurs, même les candidats de l'ECC présentent... Là, c'était déjà à partir de mi-2019, parce que vous, ben oui, vous dites juste que, après l'annonce de la fin du mandat. Le président de la République avait reçu au mois de mai, oui. les bureaux Nanga au mois de... Presque toutes les candidatures nous sont parvenues en 2019. Presque toutes les candidatures. D'accord. Mais alors, c'est ainsi que nous avons accéléré au niveau des confessions religieuses. Nous avons adopté cette charte qui reprend un certain nombre de valeurs que les confessions religieuses s'engagent à promouvoir ensemble. Mais évidemment, après avoir pris conscience que, et dans le passé, la désignation de notre délégué à la CENI se faisait sans critères. Et pour cela, ça se faisait dans la passion. Nous avons dit cette fois-ci, nous allons préparer les instruments pour essayer de passionner la démarche. De sorte que cette fois-ci, le travail fait soit véritablement digne des personnes qui sont considérées comme les remparts moraux de la communauté. Alors, c'est ainsi que dans la charte, il a été dit qu'en toutes circonstances, les chefs de confession religieuse, comme mode de désignation, de décision, quelle que soit la décision, les chefs de confession religieuse recherchent le consensus, à tout point de vue. Mais si le consensus n'est pas possible, ce qui est fréquent, puisque nous sommes des humains, et le consensus, ce n'est pas l'unanimité, alors il y a un autre mode qui est tout aussi une valeur. C'est le vote démocratique pourvu qu'il soit transparent. Parce qu'un vote transparent... ça, c'était écrit? Ben oui, c'est écrit, c'est repris à l'article 17 de notre charte. D'accord. Parce que nous allons le voir, il paraît qu'il fallait absolument trouver un consensus et qu'il a été organisé une forme de résistance au consensus pour bloquer la procédure et arriver au vote. De cela nous allons parler aussi. Oui. Mais j'aimerais par rapport... On a besoin de cette chronologie, si vous pouvez l'accélérer un peu pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Bon, maintenant, je pense que je vais terminer par là. Oui. La charte n'a pas été le seul outil produit. Nous avons produit aussi une grille d'évaluation de candidats. Parce que dans votre mot d'introduction, vous avez dit, M. Ronsard a-t-il un profil requis? Est-ce qu'il a une affiliation politique, ainsi de suite?
Ce sont des questions très importantes et nous devons éclairer l'opinion quant à ce. Alors, nous avons donc procédé à la mise en place d'une grille d'évaluation en 3 volets. Ça regarde le savoir-être du candidat, le savoir-vivre, mais surtout le savoir-faire. Parce que les élections, je vous l'ai dit au début, certes, la fonction du président de la CENI, ou tous ceux qui participent à la CENI, ce sont des fonctions politiques, mais ce sont des fonctions aussi techniques. En principe, même d'autres composantes, en dehors des confessions religieuses, qu'il s'agisse des partis politiques ou de la société civile, ne devraient envoyer là-bas que des personnes plus ou moins familières avec les questions des élections. Alors, donc, vous avez votre grille, on va dire ça comme ça, d'évaluation des candidats. Et puis, vous avez à ce moment-là déjà enregistré combien de candidatures lorsque vous avez décidé de lancer l'opération? En ce qui concerne les 6 confessions qui sont restées travailler ensemble, nous avons enregistré 23 candidatures, dossiers de candidature. Je vous l'ai dit, dont les dossiers des candidats de l'ECC. Maintenant, lorsque l'honorable président de l'Assemblée nationale va convier les chefs de confession religieuse à la réunion du 3 juin, que les chefs de confession religieuse, laquelle réunion d'ailleurs a planché sur 2 choses. D'abord, l'évaluation du processus électoral. Il était question de savoir pourquoi le processus électoral bloque. Parce qu'en principe, là où les choses fonctionnent normalement, dès qu'on a terminé le cycle électoral passé, on devait commencer à poser les actes pour préparer l'autre, pas dans le cas de l'autre cycle. Malheureusement, chez nous, on attend toujours la dernière année, d'où la précipitation, d'où Nous allons d'ailleurs parler avec vous sur réforme ou élection, mais bon, allez-y, qu'on arrive quand même à l'élection du candidat après. D'accord. Oui. Donc, avec l'honorable présidente, il sera question d'évaluer où nous en sommes avec le processus, mais également, il sera abordé la question de désignation du délégué des confessions religieuses. Après, les chefs de confessions religieuses vont décider de confier au secrétariat technique. Lorsque la présidente de l'Assemblée nationale, Janie Mambounda, vous avez reçu, c'était à ce moment-là, vous étiez à 6 ou bien les deux autres? Toutes les confessions, parce que nous avons repris oui, confessions religieuses qui travaillaient déjà ensemble en toute harmonie, en toute convivialité. Voilà. Il n'y avait pas de problème jusqu'à ce niveau. Mais les confessions ont décidé donc de confier à leur secrétariat technique un travail préliminaire, parce que même nous avions une grille, mais il était impossible d'appliquer la grille à 23 candidats. Et puis il y avait, je peux vous l'avouer, des candidats fantaisistes qui n'avaient rien dans le domaine des élections, mais qui croyaient quand même qu'ils pouvaient venir là. Alors nous nous sommes réunis le 6 juin à la cathédrale du centenaire protestant pour faire ce travail. Et nous avons 6 juin 2020. 20, oui. Nous sommes... Parce que ça, c'est maintenant après, c'est la première réunion de travail après l'audience auprès de la présidente de l'Assemblée nationale. Oui. Et là, nous avons travaillé sur les dossiers et nous avons fait émerger 6 meilleurs dossiers. 6 meilleurs dossiers. Mais il y avait un débat déjà. Mais... Ils sont déjà, parce qu'il s'agit, je crois bien, de Jérôme Bosso, Denis Kadima, Sylvain Loumou, Ansar Malonda et Alebo Sela. Et puis Cyril Ebotoko. Exactement. Voilà. Ah, vous êtes vraiment informés. Alors donc, nous allons faire émerger ces 6 candidats. Mais déjà, à la réunion du 6, il y a eu aussi d'autres avancées. À ce moment-là, nous avons décidé, nous avons convenu que quel que soit le candidat qui sera désigné, il faut que cette fois-ci, il soit encadré par les confessions religieuses. Nous avons toujours péché en désignant quelqu'un, on l'envoie là-bas et on le laisse évoluer en électron. Et cet encadrement, vous le voyez comment? Vous allez lui donner un secrétaire particulier ou comment? Non, pas un secrétaire particulier. Là où il y a des postes qui ne demandent pas une grande expertise électorale, qu'on ne peut peut-être pas trouver au niveau des confessions religieuses, on peut mettre les gens là-bas de manière à ce qu'à chaque fois, qu'il y ait des gens qui lui disent non, attention. Parce que cette fois-ci, les confessions religieuses ne souhaitent pas être associées aux déboires électoraux si jamais il y en a, par la faute d'un individu mal encadré. Voilà. Bon. Et puis, nous avons convenu aussi, il était question que chaque confession sorte un candidat parmi les siens. Nous avons dit non, pour 2 raisons, on ne peut pas procéder comme ça.
Je venais de le dire. D'abord, la CENI, c'est une institution citoyenne qui est ouverte à tout Congolais. Et vous l'avez dit vous-même au début, tous les Congolais qui prient ne sont pas nécessairement dans nos 8 confessions religieuses. Il y a aussi des Congolais qui prient, qui pratiquent vraiment leur foi de manière correcte, mais qui sont ailleurs. Donc vous avez trouvé une sorte de compromis. Oui, nous avons convenu que ce n'est pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Alors, et c'est pour cela que quand nous nous retrouvons les 8 pour présenter le rapport du secrétariat technique au chef de confession religieuse, la question des confessions religieuses va revenir. Nous avons dit non, cette question, voici la proposition du secrétariat technique et les chefs l'ont adoptée. Maintenant, pour couper la poire en deux, il a été convenu... Et le secrétariat technique est coordonné, je crois bien, par l'abbé Chollet. Oui, l'abbé Chollet. Tout s'est fait sous sa houlette. Il les coordonne bien, d'ailleurs. Bon, maintenant, nous avons dit, au lieu de demander aux confessions religieuses de présenter leurs propres candidats, non, parmi les candidats que nous avons sélectionnés, les 6 en dernier ressort, puisque ces candidats ont été sélectionnés sur base de critères objectifs liés à leur cursus dans le domaine des élections, autant donner la chance à chacun d'eux. On a dit parrainage. Il faut les parrainer. C'était une notion qui a été discutée aussi, mais comme il fallait avancer, on a adopté cela. Je vais vous dire le premier couac. Vous avez adopté que des confessions religieuses qui le souhaitent puissent parrainer les candidats. Puissent parrainer des candidats selon leur bon vouloir, quelle que soit la religion de ces candidats aussi. Mais justement, c'est ça. C'est pour cela que je vous ai dit que nous avons refusé de limiter l'accès à cette désignation aux seuls membres de nos fidèles, ce qui allait être une attitude discriminatoire d'ailleurs. Et nous avons dit, bon, les 6, au moins, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parraine. Ça sera peut-être la passerelle entre les candidats, s'il est désigné, et les autres confessions. Parce que nous avons décidé de l'encadrer véritablement. Oui, parce qu'il va falloir après qu'il y ait une sorte d'autorité morale qui réponde de ces candidats auprès des autres, pour qu'ils ne soient pas un électron libre. Et c'était le cas. Alors moi, je vous disais que le premier couac va apparaître lorsque la communauté islamique, à travers moi, à travers ma personne, se porte garant pour les candidats et Denis Kadima. Qui est musulman? Non, qui n'est pas. Non, n'associez plus les candidats aux confessions qui les parrainent. Il s'agit de parrainage. Il ne s'agit plus des candidats des confessions religieuses. Il faut vraiment enlever ça dans la tête. Parce que, comme on va certainement l'évoquer, Ronsard Malonda est passé pour le candidat de l'église kimbanguiste. Et de l'Union des églises indépendantes. Voilà, nous allons en parler. Pas les candidats de l'église kimbanguiste, mais il a reçu le parrainage de l'église kimbanguiste et de l'Union des églises indépendantes du Congo. Bien, allez-y. Mais cela n'a rien à voir avec sa confession religieuse. Il est catholique. Oui, cela n'a rien à voir. Bien, allez-y, allez-y. Alors, je vous disais que le premier couac, et c'est très important, va arriver lorsque la communauté islamique déclare vouloir parrainer Denis Kadima. Denis Kadima, qui est d'ailleurs très connu ici au pays, même s'il réside en Afrique du Sud, où il dirige un grand organisme électoral, mais chaque jour, bon an, mal an, l'association, l'organisation de Denis Kadima a des activités en République démocratique du Congo. Ça s'appelle l'EISA. EISA. Alors, la plupart d'acteurs de la société civile et même des politiciens, les partis politiques sont encadrés par EISA, et c'est là depuis 2004. Alors, nous avions de bonnes raisons parce que nous les connaissons, nous avons travaillé avec lui ici au pays, mais déjà la première opposition farouche va venir de l'ECC. Non, vous n'avez pas le droit de... On dit, mais pourquoi vous venez? Et c'est à ce moment-là, on dit, non, vous ne pouvez pas venir. D'ailleurs, ces candidats-là, il y a des candidats, les candidats qui viennent du centre du pays. Ces candidats-là, nous savons, ce sont des candidats parrainés par les autorités du pays. Ils sont 3, ils étaient 3 candidats qui venaient du centre du pays, vous les avez cités. C'est Denis Kadima, c'est Sylvain Loumou et c'est Jérôme Bonso. Mais les autorités du pays, quelle est cette autorité qui peut parrainer 3 candidats à la fois? Là où il n'y a que 8 électeurs. Mais c'est pour qu'ils se neutralisent ou quoi? Non, mais l'attaque, c'était le coup. Non, nous savons de quoi nous parlons, cela était ainsi.
Bon, ok, nous avons laissé passer. Parce que cette fois-là, nous étions tous déterminés à trouver une solution dans le calme. Hein, d'aboutir dans le calme et dans la Donc, paix. Sylvain Kadima, qu'est-ce que j'ai dit? Sylvain Loumou, Denis Kadima, Jérôme Bosso ont été mis de côté, éliminés parce qu'ils proviennent du centre du pays et qui seraient proches des autorités du pays. Il y a, voilà, oui. voilà. Voilà. Dommage. Il va nous rester ainsi 3 candidats. Et c'est le candidat Ronsard Malonda, Ngimbi, comme vous venez de le dire, qui était parrainé par l'église Kimbanguiste et l'Union des églises indépendantes. Le candidat Cyril Ebotoko, qui était parrainé par la Senko, et le candidat, le révérend professeur Eyale Bossela, Oui. et qui était parrainé par l'ECC. Là, un débat va se suivre. Au lieu que chaque parrain, parce que quand on a parrainé un candidat, c'est qu'on les connaît. Oui, hein, on les connaît dans tous les contours possibles. Au lieu de mettre en avant les mérites des candidats, certaines confessions ont commencé à s'attaquer à d'autres candidats. Et le plus servi a malheureusement été M. Ronsard Malonda. Le plus servi négativement. Négativement, oui. Alors, bon. Mais après, les voix se sont levées. Qu'est-ce qu'on lui reprochait, par exemple? On lui reprochait tout simplement d'avoir été à la CENI depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce qu'on l'entend aujourd'hui, Ronsard Malonda et l'héritier de Corneille Nangaa, qui lui-même est héritier de Ngoï Mulunda ou de l'abbé Malumalu, qui lui-même est héritier de... Bon, bref, il y a une sorte de lien entre l'abbé Malumalu, le pasteur Ngoï Mulunda, l'abbé Malumalu de nouveau, paix à son âme, et Corneille Nangaa, et enfin Ronsard Malonda. Et derrière eux, on voit Joseph Kabila. D'accord. Je vais revenir sur cette question. Je crois que nous devons être sérieux. Et nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Ce que nous recherchons au niveau des confessions religieuses, c'est d'avoir un candidat qui nous rassure le professionnalisme et l'indépendance de la CENI. Mais je ne veux pas vous prendre à votre mot. Je vais peut-être anticiper parce que je connais un peu, je crois qu'il faut qu'on aille rapidement. Eyale Bossela, il avait été disqualifié parce qu'il était dans... En fait, il est allé... il s'est présenté face à Ronsard Malonda, in fine, mais il était dans une filiation politique. Oui, de cela, je vais vous parler. Laissez-moi vous parler de chaque candidat parmi les 3. Oui, oui, mais vraiment, je ne veux pas abuser de votre temps. On va pas avoir beaucoup de temps. Allez-y quand même rapidement. Oui, Je peux vous donner 2 minutes, comme ça vous évacuez cet aspect-là. Oui, alors je vous parlais du candidat Ronsard Malonda. Nous avons dit qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Tous ceux qui sont informés dans le domaine de l'élection, ils savent qu'il y a 2 éléments qui font que les choses marchent. Lesquels? D'abord, le professionnalisme et l'indépendance. Ouais, très important. Et l'indépendance, vous n'allez pas chercher des candidats qui assurent l'indépendance de la CENI dans les partis politiques. Parce que moi, je veux bien, les gens qui parlent, il faut suivre ce que nous disons. Les gens, c'est comme si... Cette indépendance, c'est l'indépendance d'esprit. Comment est-ce qu'on peut la quantifier, l'évaluer? Mais justement, les deux. Il ne faut pas prendre l'indépendance en isolant, séparer l'indépendance du professionnalisme. Les deux doivent aller de pair. Est-ce qu'on ne peut pas faire un choix parce que visiblement, on veut plus d'indépendance que de professionnalisme? Non. Parce qu'on se dit, bon, finalement, il pourra prendre sur l'État rapidement. D'abord, cette indépendance, vous allez la trouver où? S'il vous plaît. Maintenant, nous sommes en train... Alors, je viens à la question que vous avez posée. Oui. Vous savez, le révérend professeur Eyale Bossela, c'est un homme, c'est un grand homme, un homme de bien, et ça, je vous le confirme. Et puis, un homme équilibré. Nous, si nous avons rejeté sa candidature, c'est par principe. Mais il est partisan. Il a évolué dans un parti politique. Je vous ai dit ici que quand vous parrainez un candidat, ça signifie que vous le connaissez. Oui. Bon, alors, pouvez-vous dire que l'ECC, parce que vous ne m'avez pas permis de cheminer. Sinon, j'allais vous dire... Non, on va faire des flashbacks, on va revenir... Non, il n'y a pas de problème. On va revenir quand c'est nécessaire. Alors, je termine. Oui. Il est notoirement connu qu'il a été candidat pour le compte d'un parti politique. Pour le compte de l'AR voilà. à Bolomba, à voilà. l'Équateur. C'est connu des confessions religieuses.
Voilà d'abord mais est-ce qu'au départ, vous ne saviez pas, comme confession religieuse, est-ce que vous ne saviez pas qu'il n'était pas permis à ce que des candidats qui sont dans une affiliation politique puissent être présentés, des personnes qui sont dans une affiliation politique puissent être présentées comme candidats? Nous le savons parce que nous le savions, parce que cela a été exprimé dans notre... Mais pourquoi le CC a présenté Mais justement, le professeur Eyalé? Posez-vous la question et poussez l'opinion à se poser cette question. Mais pourquoi est-ce que Monseigneur, plutôt, le cardinal Ambongo a décidé, parce que là, j'ai dit rapidement, on connaît tout ça, a décidé, vous étiez là, pourquoi est-ce qu'il a décidé de ne pas soutenir son candidat qui était Cyril Ebotoko pour soutenir l'autre Eyalé Bossela, alors qu'il savait qu'il était aussi dans une affiliation politique? Là, je vais vous donner mon point de vue. Oui. Et je vais le donner sans langue de bois. Allez-y. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Cyril Ebotoko, il a été retiré par le cardinal au motif qu'il n'avait pas la carrure voulue pour être délégué de confession religieuse parce qu'il était en passe de devenir président de la CENI. Mais Cyril Ebotoko, c'est bien lui qui avait piloté la cellule de la CENCO. Mais ce n'est pas à vous et moi de l'accréditer. Mais c'est le cardinal lui-même qui dit qu'il a certes de l'expertise électorale, mais Cyril Ebotoko n'a pas la carrure pour la fonction de président de la CENI. Mais quand le cardinal a dit non, on s'incline. Je vous ai dit que nous avons rendu un hommage appuyé au cardinal quand il a décidé de retirer la candidature. Mais malheureusement, au même moment, il a apporté son soutien au candidat de l'ECC. Mais après vérification, les candidats de l'ECC avaient une filiation politique, vous avez cité le parti, qui ne pouvait pas être ignorée ni par l'ECC, son église, ni par la CENCO. Alors, vous avez vu que là, c'est tout. D'abord, les chefs de confession religieuse étaient piégés, le processus électoral était piégé, même les pays. Donc, l'Église catholique et l'Église protestante au Congo voulaient faire passer un candidat Lamouka à la tête de la CENI. Mais vous avez suivi ce qui s'est passé. Vous avez suivi tous les différents. Les premières à soutenir cela. Et puis, nous avons les mêmes relations. Nous voulons avoir les mêmes relations avec la Mouka, avec les FCC, avec les CACH et même avec les autres partis. Ce sont nos partenaires. Oui, alors... Mais quand il y a, s'il vous plaît, quand il y a un couac comme ça, oui, au lieu que de s'aligner sur la position des uns au détriment des autres, moi je crois que là où on veut construire vraiment une solidarité nationale autour des enjeux réels, la moindre des choses c'est d'aller, mais pourquoi vous avez fait ceci? Je vais vous laisser. Mais vous avez vu que les partis politiques sont venus vite Nous à la allons prendre rescousse. ces commentaires-là tout à l'heure, mais alors allez maintenant droit au but. Comment on est arrivé à élire Ronsard Malonda? Parce que ce qui nous intéresse, c'est pourquoi est-ce que cette élection a été contestée. Malheureusement, on tend vers la fin de l'émission. Alors, je vous ai dit que la CENCO retire son candidat au motif qu'il n'a pas la carrure pour la fonction. Oui. Et puis maintenant, on vérifie, on passe maintenant à... La CENCO retire son candidat et soutient les candidats de l'ECC, qui est Eyalé Bossela. Oui, maintenant on vérifie la candidature. Et donc du coup, Eyalé Bossela se retrouve en finale avec Ronsard Malonda. Ils sont à deux. Et vous n'avez pas su trouver un consensus. Mais on a trouvé un compromis, mon frère. Le compromis, c'était lequel? Mais non, écoute, moi, je ne pense que nous ne parlons pas pour nous, nous parlons aussi pour l'opinion. J'aimerais que l'opinion, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été déversés dans l'opinion. Parce que j'ai observé les acteurs politiques, même les avocats, dont l'enquête, les vérifications des informations reçues devraient être pris une preuve. Je les ai vus prendre des positions vraiment comme si ce n'était pas des juristes. Mais c'est très important. Quand on retire la candidature de Cyril Ebotoko, il reste deux candidats en lice. Maintenant, il est prouvé noir sur blanc que le professeur Eyalé a été candidat en 2018 pour le compte d'un parti politique bien connu. Oui, l'alternance pour la République. Oui, et à ce moment-là, on trouve qu'il n'est pas éligible. Hein? Il ne peut pas être désigné comme les confessions religieuses pour le représenter à la CENI. En principe, les débats étaient clos. Il restait un candidat en lice. Mais heureusement, il y a des choses que nous avons suivies par après, mais qui déforment la vérité. Allez-y. À ce moment-là, le cardinal, il dit, bon, écoutez, parce que le cardinal, ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme intelligent. Et il est intègre aussi, même si
Il soutient ce qu'il trouve bien selon lui. Il nous dit, bon, voilà qui soutiennent la candidature de Ronsard Malone. En principe, la question ne devrait plus être posée. Mais comme c'est une formule, il a posé, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que le clivage entre les confessions religieuses va s'afficher clairement. 6 confessions soutiennent Ronsard. Maintenant, il demande qui soutiennent le professeur Eyalé. En principe, cette question ne devrait plus être posée parce que le professeur Eyalé n'était plus éligible. Ah, d'accord. Mais la question a quand même été posée. Et curieusement, les CC et la CENCO ont donné leur soutien. Voilà, la question, c'est celle-là. Est-ce que vous trouvez raisonnable? Malgré qu'en ce moment-là, c'était déjà évident. Oui, si vous me permettez une seconde, parce Oui. que moi, je voudrais insister sur cette question. Est-ce que vous trouvez raisonnable de la part des responsables, parce que les responsables de la CENCO, les responsables de l'ESS, moi, je suis produit, moi, je n'ai étudié que dans les écoles catholiques. Moi, je suis Que vous êtes. tout musulman que je suis, école primaire catholique, école secondaire catholique, d'abord Institut supérieur pédagogique, Saint-Jérôme à Lubumbashi. Venons-en. Oui, c'est vous dire combien j'ai du respect pour l'Église catholique. Mais pour moi, je comprends qu'on peut se tromper. Nous sommes tous des humains. On dit que le bon Homère sommeille quelquefois. Il peut s'être trompé. Peut-être même qu'au niveau de l'Église catholique, nous pouvons leur accorder le bénéfice du doute. Ils n'étaient pas informés. Mais dès lors qu'il est prouvé noir sur blanc que le professeur Eyalé appartient à un parti politique connu, parti soupçonné d'ailleurs de connivence avec la CENCO. Mais vous, au lieu de dire à vos pères, excusez-nous, on ne savait pas, faisons bien les choses, il y a la fuite en avant. Vous savez même ce que les allégations de corruption qui ont été évoquées dans la communication des 2 responsables. C'était une fuite en avant pour cacher les coups qu'ils voulaient jouer au pays. Et c'était quoi le coup? Mais de présenter un candidat d'un parti, d'une plateforme politique au niveau d'un poste qui demandait, qui exigeait la neutralité. Alors, vous vous êtes séparés en queue de poisson. Nous ne sommes pas préparés en queue de poisson parce que je vous ai dit, et je n'ai pas fini, après avoir demandé qui sont pour eux là. Bon, je termine maintenant. Oui. Maintenant, après, comme ils ont dit que le candidat Eyalé était rejeté, le cardinal dit, alors, je remets en lice la candidature de Cyril Ebotoko. Je remets en lice. On dit, bon, d'accord. Comme pourvu qu'on fasse le même exercice. Il a remis. Qui sont pour Cyril Ebotoko? Mais puisque lui-même avait dit à ses collègues que Cyril Ebotoko n'avait pas le profil. Il l'avait déjà disqualifié. Il l'avait disqualifié. Oui. Les autres ne lui ont pas apporté le soutien. Les 6 ont rejeté Cyril Ebotoko. Il ne restait qu'en toute sincérité, en toute honnêteté, comme prince d'église, qu'on consomme ce qui est là. Parce que la démocratie, c'est aussi d'accepter que l'on est perdu. Mais alors pourquoi on ne vous peut êtes pas à séparés chaque fois en queue de poisson? Visiblement, le cardinal est parti, le professeur Bokundoa, le pasteur, est parti aussi, et puis vous êtes retrouvés 6 dans une sorte d'illégalité. Non, pas, comment illégalité? Donc c'était un vote clandestin parce que c'est ce qui est dit aussi. Dans la charte, il est aussi dit que si quelqu'un veut quitter la charte, veut quitter la plateforme, il quitte librement. Alors, si on peut déjà quitter la plateforme librement, c'est que même une activité, on peut ne pas participer à une. Aujourd'hui, il y a une activité qui a regroupé les chefs de confession religieuse, mais les CC n'étaient pas là. Mais ce n'est pas pour autant que cette activité n'a pas eu lieu. Donc, ce que j'ai dit là, c'est la mauvaise foi. Et puis surtout, après cela, les 2 confessions font recours à l'intoxication. Ils parlent de la corruption. La corruption-là est inventée comme astuce pour justifier. C'est une fuite en avant pour justifier ce qu'ils ont fait. Moi, je pense que les Congolais qui nous suivent doivent comprendre. Il y a beaucoup de catholiques qui sont très nombreux au pays. Non, les chefs des confessions religieuses ne sont pas des anges. Tout le monde s'est trompé. Si à chaque fois les catholiques ne réussissent pas à faire passer un candidat, c'est parce qu'ils donnent de mauvais profils. Alors, nous allons terminer, mais la question c'est... Bon, maintenant, à la place... La question c'est aussi maintenant les connivences politiques de Ronsard Malonda. C'est une bonne question. Vous savez, je vous ai dit ici que nous devons promouvoir l'indépendance de la CENI. Mais où allons-nous trouver? Ici, qui est en face de qui? Il y a un membre d'un parti politique qui est en face d'un agent de la CENI. S'il faut chercher l'indépendance, vous la cherchez. Mais Ronsard Malonda, il est dit même par la CENCO qu'il est la cheville ouvrière de la tricherie
monté par Corneille Nangaa. Papa, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. La vérité, c'est que Ronsard Malonda est agent CENI. Il n'a pas commencé comme SEN. C'est secrétaire exécutif national. Et s'il est arrivé là, c'est parce qu'il a prouvé des mérites. Et il n'est pas le seul, il y a beaucoup d'experts. Parce que dire que, tout simplement parce qu'il vient de la CENI, il a été... Qui n'a pas été avec Malou Malou parmi les 600 agents de la Commission électorale nationale indépendante aujourd'hui? Qui n'a pas été avec Moulunda? Non, tous ces gens-là ont été... Alors, si vous dites que tous les agents de la CENI militent au sein d'un même parti politique, je crois que c'est leur faire injure. Nous devrions quand même remercier, féliciter et encourager ses compatriotes. Pour nous, si nous cherchons l'indépendance, et d'ailleurs, même la loi, nous sommes prêts, qu'on aille même à la modification de la loi. Que désormais, on dise que les animateurs de la CENI ne proviennent que de la maison. Oui, parce que ce n'est pas au niveau des partis politiques. Pour certains, il va falloir mettre tout ceci de côté, d'abord faire les réformes, et puis plus tard, voir comment désigner un candidat président de la CENI. Nous avons suivi cette rhétorique aussi de la part de la CENCO et de l'ECC. Mais malheureusement, cette rhétorique est venue après l'échec de leurs candidats. Nous aurions dû nous dire non, dire à la présidente, non, écoutez, vous nous avez demandé de désigner. Il y a une frange de la société civile, je crois, proche de toutes les associations qui sont dans la thématique élection, qui soutient aussi cela. Non, non. Il y a des organisations de la société civile réactionnaires. Vous savez, aujourd'hui... Faut-il le réformer maintenant ou pas? Non, les réformes sont très, très importantes. Mais les réformes n'ont rien à voir avec la restructuration. À moins de dire que la restructuration chez nous, c'est autour de personnes. Mais si la réforme, c'est pour améliorer notre processus, oui, il y a. Et les confessions religieuses ont une idée derrière la tête par rapport à la réforme. Voilà, alors nous allons terminer cette émission comme on le fait d'habitude. Votre credo, visiblement, vous avez soutenu Ronsard Malonda. Dites-nous pourquoi Ronsard Malonda, candidat président de la CENI, en regardant cette caméra, en regardant les Congolais droit dans les yeux? D'abord, Ronsard Malonda, c'est un expert, parmi les grands. Vraiment, c'est vrai cet adage qui dit, cette expression qui dit nul n'est prophète. Oui, Ronsard Malonda, c'est un grand expert. Et puis quand vous voyez la personne, ce n'est pas le genre mativisme à aller flirter. Oui. Regardez le monsieur. Ce n'est pas le genre à aller flirter avec les partis politiques. C'est un produit maison. Il a l'expertise. La preuve, c'est qu'au moment où nous parlons, Ronsard Malonda est en train de piloter l'assistance technique de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, dans au moins 3 pays africains. Ce pays-là reconnaissent l'expertise de notre compatriote. Mais chez nous, c'est un problème de dégoût, de haine. Hein? Moi, je pense que le garçon est bien placé. Il n'a aucune connexion politique. Les connexions politiques, en tout cas, nous avons vu, autant que nous avons prouvé que le professeur est allé, avait des connivences avec un parti politique. Je crois que si Ronsard était dans une position d'affiliation politique, nul doute, l'épreuve allait être apportée. Merci beaucoup à M. Idriss Katenga d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Vous vous êtes fait certainement votre opinion. Vous serez probablement le prochain sur ce plateau. N'hésitez pas de nous contacter. À très bientôt. Prenez soin de vous et gardez votre fréquence. Au revoir.